Bon, on va démarrer. Bonjour et bienvenue au Globe pour cette introduction au Grand Collisionneur de Hadron, le LHC. C'est un plaisir de vous présenter Laurent Chevalier, physicien à Paris et membre de la collaboration Atlas. Donc, c'est l'expérience qui est construite sur l'anneau de Grand Collisionneur d'Hadron à 100 mètres sous vos pieds. Et pour moi, vous présentez Emma Sanders, qui a réalisé un livre qui va vous décrire de façon extrêmement simple et de façon ludique à la fois le LHC et le détecteur sur lequel on travaille, et qui travaille au CERN comme membre de l'équipe de communication et d'éducation. Merci. L'éducation, c'est plus important. Alors, on va démarrer avec cette belle vue de la région genevoise qui se déploie devant le Mont Blanc. Déjà, pour vous donner une idée de l'échelle, on voit bien l'aéroport au milieu là, et puis sur la gauche, le début du lac Léman. Nous, aujourd'hui, dans le globe, on se trouve sur la droite de l'image. Et si on agrandit cette partie à droite, on voit la ville qui est le CERN. Et je dis bien une ville parce qu'il y a 14 000 personnes qui viennent travailler au CERN, de plus de 100 nationalités différentes. Vous entendez sans doute mon accent. Moi, je suis britannique. Ça fait 17 ans que je suis au CERN. Nous, aujourd'hui, on se trouve donc dans ce bâtiment qui est sur le devant de l'image, le globe, et cela nous permet de déjà avoir une idée de l'échelle de nos installations au CERN. Je ne sais pas si vous avez déjà visité l'expérience Atlas ce matin, mais le globe, en fait, a la même taille que l'expérience. Sauf qu'Atlas est construit à 100 mètres sous terre, sous ces bâtiments ici sur la droite, donc sur l'anneau de Grand Collisionneur d'Hadron. Et c'est l'échelle souvent qui nous frappe le plus quand on arrive au CERN, parce que la taille est vraiment impressionnante. Là, on voit, si on retourne sur la première image, on voit le trait rouge qui nous désigne les 27 km du Grand Collisionneur d'Hadron construit à 100 mètres sous terre. Qu'est-ce qu'on fait dedans ? À l'intérieur, on accélère des protons. Qu'est-ce qu'un proton ? Un proton, c'est le noyau d'un atome d'hydrogène. Et c'est comme ça qu'on obtient nos protons, en arrachant des électrons d'hydrogène. On les accélère jusqu'à presque la vitesse de la lumière dans un sens, on fait la même chose dans l'autre sens, et à 4 endroits autour de l'anneau, on les fait rentrer en collision. Ces collisions, on arrive à recréer une concentration d'énergie qui est semblable à celle qui existait, les conditions qui existaient au tout début de l'univers. Donc notre but, c'est d'étudier ce qui se passe dans ces points de collision pour apprendre plus sur comment les particules fondamentales interagissent entre elles et comment l'évolution de ces débuts dans le Big Bang a eu lieu pour produire ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui dans l'univers. Donc les faisceaux de protons se croisent jusqu'à 40 millions de fois par seconde à l'intérieur de ces 4 expériences dont on voit Atlas juste là. Donc nous, on est juste là aujourd'hui. Alors, je vous ai donné une idée de l'échelle très grande. Maintenant, je voudrais vous parler du tout petit et le défi technologique de faire entrer en collision 2 faisceaux de protons. Alors, les faisceaux, quand ils se rencontrent au milieu des expériences, ont à peu près le diamètre d'un tiers d'un des cheveux sur votre tête. De les faire entrer en collision, c'est l'équivalent de faire entrer en collision 2 aiguilles à tricoter lancées de part et de l'autre de l'océan Atlantique. Telle est la précision nécessaire. Alors, on ne fait pas rencontrer juste un proton avec un proton. J'ai parlé de faisceaux de protons. Alors, ces faisceaux, ils sont composés de petits paquets, d'à peu près 7 cm de longue. Il y en a plusieurs mille qui circulent en permanence dans la machine. Et dans ces paquets, on a 100 milliards de protons dans chaque paquet. Pourquoi on a besoin d'autant ? Les protons sont tout petits, ils se repoussent parce qu'ils sont chargés positivement. On utilise des aimants extrêmement puissants pour concentrer ces faisceaux, parce que si on ne les concentrait pas, on n'aurait jamais des collisions quand les faisceaux se croisaient à l'intérieur des expériences. Parce que si, pour vous donner une idée de l'échelle de ce qui se passe dans un de ces paquets, si vous agrandissiez un proton jusqu'à la taille de l'ongle sur votre petit doigt, son voisin le plus proche serait à 65 km. Donc ces paquets sont essentiellement du vide. Donc si on arrive à avoir des collisions, c'est parce qu'il y en a autant de protons dans chaque paquet, 100 milliards. Je vais vous montrer une petite animation de tout ça. On va voir des protons circulant dans la machine et
on va les voir entrer en collision à l'intérieur de l'expérience Atlas. Donc, je vous ai parlé de cette énorme concentration d'énergie au point de collision qui nous intéresse. En fait, on n'arrive pas à détecter exactement ce qui se passe au milieu de l'expérience. On doit détecter tout ce qui sort de la collision. Parce que cette concentration d'énergie, il crée de nouvelles particules, et ces particules se désintègrent dans tout état de gerbe de particules secondaires, et c'est ce qu'on voit dans notre expérience. Ah, c'est ma faute. Ouais, on va démarrer la session. J'essaye, pour une fois. Là, il faut cliquer au milieu. Voilà, super. Donc, en fait, là, on est dans le tunnel. Donc, on a ralenti parce que les protons, ils voyagent presque à la vitesse de la lumière. Donc, ils font le tour des 27 km 11 000 fois par seconde, normalement. Là, on a vision embarquée sur un proton et on voit qu'un proton est fait de 3 quarks. Là, on s'approche de la caverne d'Atlas et on voit l'expérience et au centre, il y a la collision. Donc, on voit que l'expérience est faite de couches concentriques. Et chacune de ces couches a un rôle différent pour mesurer ce qui sort de la collision. Et essayer de décortiquer tout ce qui sort pour après permettre aux physiciens de faire marche arrière et comprendre ce qu'il y avait au centre. Et ces traces qu'on voit sur l'image, c'est des vraies traces de particules qui ont été enregistrées lors d'une collision. Donc, c'est des vraies données qu'on a représentées là. Maintenant, je vais vous montrer une photo du tunnel LHC. Donc, il fait 4 mètres de large. On voit là, il y a eu une découpe dans la photo pour vous montrer là où passent les faisceaux. Vous êtes peut-être surpris de voir autant de choses dans le tunnel quand je vous ai dit que les faisceaux, ils sont à qu'un tiers de cheveux. Ce sont pour la plupart des aimants. Donc, on a besoin d'aimants pour concentrer les faisceaux. Mais on a aussi besoin des aimants pour courber les faisceaux autour des 27 km, parce que les particules ils font le tour beaucoup de fois avant d'entrer en collision pour gagner en énergie à chaque tour. Et ces aimants fonctionnent à moins de 300 degrés par rapport à la température ambiante, parce qu'on utilise des fils supraconducteurs pour arriver à avoir des champs magnétiques suffisamment grands. Donc, la plupart de cet équipement-là, c'est des fournitures en réfrigération. Maintenant, je vais montrer l'expérience Atlas, pour ceux qui ne l'ont pas vu ce matin. Juste pour vous donner une idée d'échelle, il y a des gens là-dedans, dans la photo. Est-ce que vous les voyez? Oui, il y en a, je vois quelques mains. Il y en a sur la passerelle, là-haut, au milieu. Mais il y en a aussi une personne, peut-être tu peux le désigner, Laurent. Je le montre. Ah non, là, cherche, voilà. Les gens doivent chercher. Il y a une personne presque à l'intérieur de l'expérience. Donc c'est intéressant s'il y a des physiciens en herbe dans le public. Vous allez peut-être un jour pouvoir travailler sur le développement d'un nouveau détecteur qui va faire partie d'une grande expérience. Il faut être prêt aussi à l'installer. Parce que les physiciens qui ont travaillé sur l'équipement doivent aussi l'installer. Pour cela, il faut parfois des aptitudes en alpinisme pour arriver au bout de sa thèse. Mais maintenant, je vais passer la parole à Laurent pour dire quelques mots sur son expérience. Alors, en fait, cette image vous montre déjà l'échelle, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est une partie du détecteur. Ça s'appelle la grande roue. Elle fait 25 mètres de diamètre. En fait, le faisceau de protons dont vous a parlé Emma va arriver par le milieu de cette roue, le milieu de ce cylindre, va continuer son chemin et rencontrer ou croiser l'autre faisceau de protons quelque part par là à l'échelle de l'image. En fait, vous voyez des objets qui sont des gros cylindres gris avec des petites bandes oranges. Ça, ce sont des gros aimants qui vont créer un champ magnétique toroïdal. Alors, ces aimants permettent de courber les particules chargées. Et en mesurant la courbure de la particule chargée, on est capable de déterminer les paramètres qui la constituent, en particulier son énergie. Ici, vous avez un plus petit aimant. Alors, le mot plus petit est à mettre entre parenthèses, puisqu'il fait quand même 10 mètres de diamètre. On fait passer quelques 20 500 ampères dans des conducteurs supra. Et donc, par exemple, dans une machine à laver ou un four, vous devez avoir un fusible de l'ordre de 10 ampères. Vous voyez la différence, mais enfin, la machine à laver est rarement supra, tandis que nous, on est obligé de descendre très bas en température, moins 270 degrés Celsius, pour permettre de passer de tels courants et d'obtenir des champs magnétiques à peu près 10 000 fois la valeur du champ magnétique terrestre. Et on va peut-être dire c'est construit, donc comme j'ai dit, en couches autour de la pointe de collision. La pointe de collision se passe à peu près là-bas, parce que on voit que le bout de l'expérience là. C'est construit en cylindre autour du point de collision. En fait, entre ce point-là,
qui est la dernière couche de détection des muons d'un type de particule chez nous. Vous avez exactement la même symétrie de l'autre côté, à 45 mètres plus loin. Donc le détecteur fait en tout 45 mètres de long et à peu près 25 mètres de diamètre. La caverne est certainement une des plus grosses cavernes jamais construites au monde. Une petite remarque sur la caverne. Pourquoi pas? La caverne, donc c'est un énorme volume. Ça fait une bulle. C'est un peu comme les bulles dans le gruyère. Ça ne cesse de remonter. Donc cette caverne remonte en permanence. Elle remonte entre 0,5 et 1 mm par an. Alors vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, mais nous, on fait des mesures à 0,001 mm. Et donc ce millimètre, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça finit par changer un tas de paramètres. Donc on est obligé de tenir compte du fait que cette caverne continue à monter, malgré les 7000 tonnes d'aluminium, d'acier et de différents matériaux qu'on a mis au fond de la caverne. Oui, c'est parce que l'ensemble d'Atlas est moins lourd que la terre qu'on a enlevée pour faire la caverne. Voilà. C'est comme, j'aime bien l'idée d'un verre d'eau gazeuse avec des bulles qui montent. Moi, je préfère le gruyère, mais bon. Non, en fait. Bon, le moment de commencer les pliages est venu. Donc, dans le livre, nous avons essayé de représenter tout ça. Donc, on voit là sur le gauche, on voit les montagnes Jura, et sur la droite, on voit les Alpes. Et là, ce qu'on commence à voir aussi, c'est ce qui se passe en souterrain. Donc, sous la campagne genevoise, on voit qu'il n'y a pas que les LHC. Il y a tout un réseau d'accélérateurs où CERN, les protons, ils font 6 millions de kilomètres avant même d'arriver dans le Grand Collisionneur d'Hadron. Donc, la bouteille d'hydrogène dont je vous ai parlé, d'où proviennent les protons, il est en tout début de chaîne. Après, ces particules, ils font le tour de tout ce réseau d'accélérateurs. Certains se visitent. Aujourd'hui, il n'y a pas que les LHC qui se visitent. Et les particules gagnent de l'énergie à chaque tour. Après, bon, ce que je vais peut-être dire pour situer, c'est qu'on voit donc les bâtiments de surface d'Atlas là-haut, et on commence à voir la caverne d'accès. On le voit mieux dans la prochaine image. Donc, tout l'équipement, on va vous montrer un petit film de ça tout à l'heure, tout l'équipement de l'expérience a dû descendre, passer 2 puits d'accès pour construire l'expérience à 100 mètres en dessous. Et on voit là mieux l'expérience avec les faisceaux de protons qui arrivent du LHC chaque côté et les collisions qui se passent tout au centre. Maintenant, on arrive donc à la partie où on va utiliser le livre pour vous expliquer comment on détecte ces tout petits particules et surtout aussi comment faire avec ces données qui arrivent 40 millions de fois par seconde, il y a des nouveaux collisions et vous avez vu ce que ça génère une collision, les nombres de traces qui sortent de ce point au centre où les protons se rencontrent. Donc on va peut-être démarrer avec les couches, on va passer à la prochaine... prochaine image peut-être. On commence en fait, tout au centre. Ce genre de détecteur est très classique en physique des particules depuis une 50aine d'années. Ce qu'on veut, c'est couvrir le maximum de volume. Pour couvrir le maximum de volume, c'est très simple. On met des détecteurs de forme cylindrique autour du faisceau. Le faisceau, c'est un petit cylindre. Ensuite, on met des cylindres un peu plus gros qui s'embriquent les uns dans les autres. Alors évidemment, quand vous avez mis un certain nombre de cylindres les uns sur les autres, ils ont une taille donnée, une taille finie. Nos cylindres, ils font à peu près 25 mètres de long. Évidemment, il y a des particules qui peuvent aller le long du petit cylindre du faisceau, et à ce moment-là, elles ne seraient pas détectées, parce que nos cylindres ne sont pas infinis. Donc, pour fermer le volume, pour être sûr de récupérer toutes les particules, toutes les informations, on met des disques. Donc, en général, ce genre de détecteur est fait d'une série de cylindres qui, chacune, a une spécificité donnée, et de disques qui, également, permettent de récupérer de l'information du signal. Ce que vous voyez sur cette image, c'est le deuxième sous-détecteur, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le beam pipe, là où circule le faisceau, les protons arrivent, se croisent. Vous avez un premier détecteur qu'on appelle le pixel, il est fait de 3 couches, 5 cm, 10 cm, 20 cm. Et ensuite, vous avez 4 couches supplémentaires, dont on voit l'image ici, ça s'appelle le trajectographe à silicium. Le fonctionnement de ce type de détecteur est assez simple, c'est le principe de la bataille navale. Donc vous avez des informations horizontales, par exemple, vous pouvez récupérer des informations suivant une direction donnée, vous pouvez récupérer des informations sous la direction perpendiculaire, et vous comprenez bien que quand une particule passe à travers ce damier, elle va me donner une information dans une direction, une information dans l'autre, et le croisement de ces deux informations va me donner la position
du passage de la particule. Alors en général, ce genre de système, on met plusieurs couches, donc on va obtenir 1, 2, 3, 4 informations le long du passage de la particule, et on va être capable de reconstruire le passage de la particule. Donc là, vous voyez une vraie image du détecteur. Alors, c'est assez précis, ce détecteur, il a une résolution de l'ordre de 50 microns, c'est-à-dire de la taille de mes cheveux, 0,05 mm. Oui, je pense que tout au centre, les détecteurs, ils ont à peu près la taille, la résolution d'une graine de sable, ou même plus petit. Alors, le détecteur qui est là, alors donc, là, on vient de vous montrer la photo des 1, 2, 3, 4 couches du trajectographe à silicium. À l'intérieur, plus petit encore, il y a ce qu'on appelle un pixel détecteur qui est en 3 couches. Alors, l'objet élémentaire de ce détecteur fait à peu près donc 0,4 mm de long par 0,05 mm de large. Avec ce type de détecteur, si vous mettez plusieurs objets là, comme ça, vous pouvez obtenir des précisions de l'ordre de 10 microns, 0,001 mm, au moment de la collision, au moment de l'interaction. Ce type de détecteur fait à peu près 80 cm de long, 3 couches, et il y a 80 millions de voies d'électronique. Une voie d'électronique, c'est j'allume et j'éteins. Ça fait une voie d'électronique. Dans ce petit détecteur qui fait 80 cm de long et 20 cm de diamètre, vous avez 80 millions de voies d'électronique. Donc évidemment, il y a énormément de traces qui passent à travers ces choses, mais grâce à des programmes informatiques, on est capable de retrouver le passage des particules. Et toutes ces technologies qui sont développées pour nos expériences ici au CERN peuvent aussi s'appliquer à des domaines en dehors de la physique des particules. Détecter des particules, c'est aussi très utile pour la médecine, et à la fois pour la diagnostic et aussi pour le traitement des maladies. Donc il y a pas mal, j'en parle parce qu'il y a pas mal de conférenciers dans ce bâtiment et aussi sur le reste du campus de Meyrin aujourd'hui qui vont faire des présentations sur les applications de ces détecteurs dans les domaines médicaux. Et d'ailleurs, juste après nous, il y a quelqu'un en transmission du salle de conseil qui va en parler. Oui, comme le disait tout à l'heure Emma, au cours des 20, 30, 40 dernières années, pour faire ce genre d'expérience, on a été obligé de développer des aimants très très puissants. Et en fait, le développement de ces aimants très très puissants a eu comme conséquence directe de permettre de faire ce qu'on appelle des IRM. IRM, c'est de l'imagerie par résonance magnétique. On a besoin d'un champ très puissant, et ces genre de diagnostics qui ne sont pas invasifs, qui font que des images de l'intérieur du corps, sont en fait une conséquence directe des travaux sur les aimants pour permettre d'accélérer et de courber les particules dans les laboratoires comme le CERN. Et tout cela, on parle juste de la couche, mais vraiment tout petit à tout l'intérieur des détecteurs. Donc la prochaine couche de l'expérience a un rôle très différent. Donc là, on a détecté les traces des particules. Ensuite, on mesure leur énergie. Voilà. Donc on commence par mesurer les traces des particules chargées. Évidemment, les particules neutres, elles ne vont pas laisser de signal dans le type de détecteur qu'on vient de vous présenter. Mais par contre, particules chargées et particules neutres vont finir par perdre toute leur énergie dans ce type de détecteur. On appelle ça un calorimètre électromagnétique. Calorimètre, on se doute que calor, chaleur, bon, énergie, chaleur, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est un accordéon, vraiment un accordéon de plomb qui baigne dans de l'argon liquide, donc c'est très froid. Les particules arrivent et en fait vont perdre toute leur énergie dans ce type de détecteur. Alors, on rajoute au plomb un peu de cuivre, suivant un dessin astucieux, qui permet de rediriger le signal à l'extérieur du détecteur. Peut-être que tu peux montrer. Alors voilà, le pliage en papier qui est vraiment très très proche de la réalité. Donc ce que vous voyez, c'est l'accordéon qui constitue le calorimètre électromagnétique, et puis l'image que les gens vont pouvoir reconstruire, c'est-à-dire que la particule va arriver par là, elle va déposer la quasi-totalité de son énergie, et on va étudier à la fois la forme et la quantité d'énergie déposée dans le calorimètre pour déterminer de quel type de particule il s'agit. Comme on a un détecteur à traces juste avant, si on voit une trace chargé et ensuite un dépôt d'énergie analogue à celui-là, on en déduit qu'on a vu passer un électron. Si on voit un dépôt d'énergie comme celui-là, mais sans trace avant, ça veut dire que l'objet est neutre, ne laisse pas de signal avant, ça peut être un photon, et donc on est capable de séparer électron, photon, et on est capable de donner la quantité d'énergie qu'ils ont perdue dans ce type de détecteur. Donc là, on parle de comment on identifie une particule. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des milliers de particules, 40 millions de fois par seconde. Donc, toute l'électronique derrière est extrêmement importante.
Là, on a parlé donc les couches qui constituent cette partie centrale de l'expérience. Donc c'est toutes ces parties-là que je tiens à la main, qui en réalité pèsent un peu plus lourd que sa version papier. Oui, alors en fait, la version que tient Emma doit peser 2 ou 3 grammes. Elle est formée normalement de 3 parties différentes. On va peut-être passer à la caméra pour la régie. Une partie vers l'avant, une partie vers l'arrière, une partie centrale. Donc ce cylindre contient le trajectographe, les calorimètres, parce qu'on a différents types de calorimètres, électromagnétiques et hadroniques, et l'objet que vient d'introduire Emma dans le spectromètre à mu fait 2 fois 1200 tonnes plus 1 fois 1600 tonnes. Donc la partie centrale, 1600 tonnes, c'est assez massif, hein, pour tout vous dire. Donc évidemment, c'est un peu difficile. Emma a mis à peu près 1 seconde à rentrer la totalité de cette masse. Mais dans la réalité, ça a été un peu plus laborieux. Il faut faire des rails. Sur les rails, on met ce qu'on appelle un système de coussins d'air. On met les 1600 tonnes de la partie centrale sur les coussins d'air. Et là, on le pousse lentement, genre 1 cm par heure ou un truc comme ça. Je ne sais plus quel est le temps qu'on a mis pour... 12 heures. 12 heures. Donc on fait ça relativement lentement. Il y a une bonne raison, c'est que la caverne, elle est comme ça, elle est penchée. Donc, si vous laissez votre bidule de 1600 tonnes comme ça, il va bêtement tomber sur le type qui est en face, qui ne va pas... Donc, on a fait ça prudemment, et on a donc mis la partie centrale, et ensuite, on a mis les 2 parties d'un côté et de l'autre de 1200 tonnes à l'intérieur. Et puis après, il a fallu connecter les quelques, je dirais, il doit y avoir à peu près 500 000 voies d'électronique à connecter, et ensuite à renvoyer quelque part en surface et puis au CERN pour vérifier si tout ça marche correctement. Est-ce qu'on peut repasser au transparent? Donc voilà, on voit, donc on arrive à la couche externe du détecteur qui est là juste pour détecter un type de particules. En fait, c'est là pour me faire plaisir parce que j'ai travaillé là-dessus depuis 20 ans. Donc Emma s'est dit, il faut quand même on parle un peu de son travail. C'est le plus gros du volume de l'expérience quand même. Hein. C'est vrai. Alors en fait, donc on a une série de cylindres qui vont détecter à peu près toutes les particules connues et stopper la plupart des particules. Il y a un type de particules qui arrive à passer à travers le détecteur sans s'arrêter. On appelle ça des muons. Alors les muons, ce sont comme des électrons. Les électrons, c'est ce qui court dans vos filets électriques. Donc un muon, c'est un électron, mais c'est juste 200 fois plus lourd. C'est une particule importante parce qu'elle a plein de qualités en termes de... elle laisse très peu d'énergie, on peut la mesurer précisément, et donc, comme elle perd très peu d'énergie dans les détecteurs, la mesure qu'on fait est extrêmement précise. Elle sert à faire des mesures précises. Donc, cette particule va pouvoir traverser le détecteur, il faut la mesurer. Donc, on a besoin d'un énorme champ magnétique, en volume et en intensité. Donc, vous voyez 1, 2, 3, il y a 8 bobines qui créent ce qu'on appelle un champ toroïdal. Et puis, on met des petits aimants vers l'avant. Alors là, l'aimant n'est pas encore arrivé, donc on ne le voit pas. Ce que vous voyez ici, c'est toute la partie cylindrique que Emma a rentrée en 1 seconde et qui nous a fallu un certain temps pour à la fois construire et rentrer. On voit la construction dans la prochaine. Je ne sais pas si tu veux que je mette le... Vas-y, vas-y. On voit déjà la bobine dont tu parles. Alors, les bobines dont je vous parle, voilà, ce sont des gros cylindres, vous voyez, avec des petites bandes oranges. Ces gros cylindres contiennent en fait un conducteur spécial. Il est fait de nobium titane. Il a des bonnes caractéristiques mécaniques, mais surtout, il a le bon goût à très basse température, moins 266 degrés Celsius, à 4 degrés Kelvin. Il est capable d'être supraconducteur. Donc, dans cette bobine, on a bobiné un morceau de câble un peu spécifique et on l'a mis à 4 degrés Kelvin. Et on peut rentrer 20 500 ampères. Il nous en faut 8. Donc, vous en voyez une qui descend. Ça fait à peu près 100 tonnes. De l'ordre de 90 tonnes. Il y en a 8. Et avec ça, on est capable de créer un tor qui contient un champ magnétique toroïdal. Juste cet aimant fait de l'ordre de 1000 tonnes. Ensuite, il faudra mettre sur cet aimant des détecteurs, qu'on appelle des chambres à muons, 3 couches. Ces 3 couches de chambres à muons font à peu près 400 tonnes. Donc à l'arrivée, juste le détecteur à muons fait l'ordre de 1200 tonnes. C'est un bon moment pour passer à la construction, finir la construction de la maquette. Donc on va repasser aux caméras. Donc là, je vais fermer le détecteur de muons comme c'est fait dans l'expérience et ajouter la dernière couche. Grande roue, tu m'as dit hier. Grande roue, pas oui, petite tout à fait. Il y a un qui petit pèse trou. aussi environ 100 tonnes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la caverne, ça commence à être rempli à ce point-là. Donc quand cette pièce-là descend, il doit être manœuvré en place de manière très, très délicate, parce qu'il n'y a pas énormément de marge. Et puis, c'est quand même des objets donc très lourds, mais extrêmement fragiles.
Donc il faut y faire très attention parce que n'importe quel petit coup peut tuer le détecteur. Donc on fait très attention quand on a descendu chaque élément, vu le peu de place qui restait. Donc c'est vraiment plein comme un œuf, l'expression me semble assez judicieuse. Et donc vous comprenez bien que là on voit la partie extérieure du spectromètre AMU, d'accord? C'est la dernière couche du détecteur Atlas. Évidemment, comme le cylindre fait une longueur finie, si on veut détecter toutes les particules, on rajoute un disque, 2 disques, et la même chose de l'autre côté. Ouais, et on voit même de cet angle le petit bonhomme là qui donne qui donne l'échelle. On va peut-être repasser au transparent. Donc là, on va voir un film de la construction. La construction, ce n'était pas fait par une petite équipe. Il y avait pas mal de monde impliqué, vu que c'est une collaboration avec 3000 membres. De combien de pays? 38 pays, Laurent? Atlas? Oui, en fait, 38. Ça dépend ça du s'agrandit moment. au fur et à mesure du temps. Ça s'est agrandi au fur et à mesure. J'en dirai un mot peut-être. Je lance le film? Oui, lance-le. Je vais peut-être pas y arriver. Une tentative. Non. Ah ben voilà. Vaut mieux pas que je fasse des présentations. Alors, en fait, ce projet, il a commencé, enfin pour le détecteur Atlas. Vous comprenez bien que l'accélérateur est un projet qui a commencé encore avant. Mais pour le détecteur, on a commencé à travailler en 1992, quelque chose comme ça. Donc les gens ont commencé par faire des dessins sur à peu près toute la planète entière. Donc il faut communiquer entre plein de physiciens à peu près partout dans le monde. En général, disons qu'il y a un point au CERN, on pense souvent au CERN en termes de technologie, et pour construire ce genre d'appareillage, évidemment, c'est un peu technique, mais disons que ce qui me semble être le plus important, c'est plutôt le côté sociologique. Vous réussissez à mettre ensemble des gens de toute confession, de toute couleur, de toute origine, de toute culture, à peu près partout sur la planète. Alors aujourd'hui, il y a peut-être 38 instituts, mais moi je connais à peu près des gens partout sur la planète qui ont participé de loin ou de près à la construction de ce détecteur. Alors, il y a des pays riches qui se permettent de donner de l'argent des ingénieurs, il y a des pays un peu moins riches qui vont donner des techniciens, et il y a des pays qui ont moins de techniciens ou d'ingénieurs, mais qui ont des ressources naturelles très importantes, comme le nobium, le titane, des objets comme des matériaux qui coûtent cher, et donc qui fournissent ces matériaux. Donc en fait, toute la planète a réussi à mettre ensemble à la fois des gens, des matériaux, du temps, pendant une vingtaine d'années, pour finir par construire ce qu'il y a à 100 mètres sous terre, sous vos pieds. Et cette notion de collaboration est très chère au CERN. Vous allez entendre... Très cher. Mais non, ça coûte rien. C'est vachement sympa. C'est quoi cet anglais, ce francolais? Vous allez justement entendre beaucoup d'accents aujourd'hui lors de vos visites sur le site. Parce que, donc, comme j'ai dit au tout début, il y a plus de centaines de nationalités qui travaillent ici. Mais c'était le souhait, dès le début du CERN, donc l'année prochaine, c'est les 60 ans du laboratoire, c'était le souhait de faire travailler les gens ensemble dans un but pacifique après la guerre. Donc, et pour aussi essayer d'un peu reverser ce fuite des cerveaux vers les États-Unis qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui, tout au long de l'histoire de CERN, a été mis en avant. Donc, pendant la guerre froide, par exemple, il y avait des Russes et des Américains qui travaillaient ici sur les projets en commun. Et ça continue aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est une des impressions que vous allez avoir du laboratoire lors de votre visite. On va peut-être passer maintenant à une vue de Laurent et collègues dans sa salle de contrôle. Je sais pas. J'ai cru que c'était une photo de moi, mais pas du tout. Alors en fait, donc vous avez un détecteur qui fait 45 mètres de long, 25 mètres de diamètre, il est à 100 mètres sous terre, 7000 tonnes, 90 millions de voies d'électronique. Donc toutes ces informations, il faut les remonter à la surface. Donc ça finit dans ce qu'on appelle les salles de contrôle. Là, les informations sont, en passant à travers un certain nombre d'automates, d'ordinateurs, elles sont filtrées, elles sont analysées et on regarde la qualité de ces données. Donc dans les salles de contrôle, les gens vérifient juste que le détecteur fonctionne bien, produit les données qu'on attend, et quand tout est OK, toutes ces données continuent leur chemin vers une autre place au CERN, là où il y a des centaines, des milliers d'ordinateurs qui stockent l'information qu'on appelle brute. Cette information brute doit être traitée, analysée, il faut qu'on étalonne les détecteurs, qu'on calibre les détecteurs, donc il y a tout un travail à faire. Et en fait, ce travail, il est distribué sur
la planète entière. C'est-à-dire que tous les laboratoires comme celui dans lequel je travaille, moi je travaille près de Paris, mais il y a des laboratoires en Australie, ces gens-là récupèrent les données, l'information, participent soit à des étalonnages, soit à des analyses à peu près partout sur la Terre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc toutes ces informations passent à travers la salle de contrôle, finissent au CERN et ensuite est distribuée sur le monde entier. Bon, on a parlé de la énorme fréquence de l'arrivée des données, l'éclosion à 40 millions de fois par seconde. Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ça a pris autant de temps de faire les premières découvertes si vous avez autant de données? Parce qu'on tourne depuis 2010. Alors pourquoi la première grosse découverte du boson de Higgs, ce n'était qu'en 2012? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Disons que la première chose qui se passe, quand vous achetez un appareil ménager, je suppose que vous lisez un peu la documentation pour savoir comment ça marche. Évidemment, ça ne marche pas aussi bien que ce qui est marqué. Il faut un peu d'entraînement. Bon, nous, c'est pareil. Quand on a démarré le détecteur, ça ne marchait pas tout à fait comme ce qui était prévu. Par exemple, un exemple tout simple, vous voyez, pour reconnaître un muon, ça ne marche pas, mon bazar. C'est pas très puissant, nos lasers, pas très puissant. Bon, en fait, j'ai besoin d'un détecteur à muons, d'un deuxième, d'un troisième. Et puis, si je vois des traces dans les 3 détecteurs, j'ai un programme informatique, un logiciel qui va me dire « Ah, ben, il y a un objet qui est passé de façon rectiligne comme ça. » Bon, ben, le premier muon qui venait du cosmos, qui nous est arrivé dans le détecteur, il a été reconstruit comme étant une belle droite et une belle droite. Donc on s'est aperçu qu'évidemment, on avait tout câblé à l'envers quelque part, donc il a fallu tout décabler, recabler correctement pour avoir ce qu'on supposait être juste. Donc en fait, ça, le premier temps, les quelques mois au démarrage, ça a été pour juste vérifier que le détecteur fonctionnait tel qu'on suppose qu'il fonctionne. Parce qu'il y avait 100 millions de câblages. Il y a des milliers de kilomètres de câbles. Donc ça a été, il faut d'abord savoir comment marche l'appareil que vous venez de construire. Donc ça prend un certain temps. Ensuite, vous cherchez des objets que vous connaissez bien. C'est-à-dire que la physique des particules existe depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Il y a plein d'objets qui existent, qu'on connaît parfaitement bien, qu'on est capable de simuler. Donc on cherche des objets qu'on connaît. Donc on a des données d'un côté, des simulations de l'autre, et on cherche simplement à vérifier que les objets connus, c'est-à-dire qu'on est capable de calculer, de simuler, correspondent aux objets qu'on mesure. Donc ça prend un certain temps aussi. L'idée de refaire toute la physique, si j'ose dire, qui a été faite pendant les 60 dernières années, c'est juste pour s'assurer qu'on mesure les mêmes choses de la même manière et avec les mêmes paramètres. En général, on améliore toutes ces mesures petit à petit, mais ça nous permet d'être de plus en plus confiants dans la façon dont l'appareil fonctionne et de plus en plus précis en termes soit de position, soit de masse mesurée. Et puis, bon, cet appareillage a été conçu et réfléchi en se disant on doit trouver quelque chose qui nous manquait, on n'avait jamais observé, mais que les théoriciens avaient absolument, qui était indispensable à observer, qu'on appelle le boson de Higgs, on en dira un mot tout à l'heure. Et donc, on s'est mis à chercher cet objet. Donc, on l'a simulé, on a mesuré les données, et puis, petit à petit, on a vu apparaître que ça semblait bien aller. Le problème, c'est que pour 1 milliard de collisions, on a un boson de Higgs. Donc, il a fallu faire un certain nombre de milliards de collisions pour en avoir quelques-uns pour les voir. Évidemment, l'appareillage que vous voyez ici, qui est dessiné, qui est schématisé, ne mesure pas parfaitement bien tout. Il y a des objets qui s'échappent, il y a des fois des mesures qui sont fausses, il y a des calibrations qui ne sont pas bien faites. Donc, on ne peut pas espérer produire 10 bosons de Higgs et les mesurer. Il faut en produire des centaines de milliers pour espérer en mesurer quelques centaines. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un certain temps entre le moment où on a commencé à mesurer les choses, donc on a commencé à comprendre le détecteur, ensuite on a commencé à refaire des mesures déjà existantes pour s'assurer qu'on comprenait parfaitement bien le fonctionnement. Et puis ensuite, il a fallu attendre que la nature nous fournisse les événements qui nous intéressaient. Et cette attente, c'était la raison pour laquelle les gens étaient si heureux quand c'était découvert. Plutôt contents. Et d'ailleurs, les premiers théoriciens, ils ont prédit l'existence de cette particule 40 ans avant sa découverte. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Ah oui, alors sur, là, vous voyez un tas de gens qui sont plutôt contents. Là, ça, c'est la salle de conférence du CERN. C'était totalement plein. Les gens avaient commencé à dormir par terre la veille. C'était quand même un moment assez important. Les 2 expériences ont présenté de façon officielle leurs résultats. Donc il faut bien voir que la chance qu'on a au CERN, c'est qu'on n'a pas fait une seule expérience. Alors une seule expérience, c'est toujours un petit peu dangereux parce que soit les gens ne sont pas d'une honnêteté intellectuelle parfaite, soit on peut se tromper. Tandis que si vous faites 2 expériences, en plus les 2 expériences sont faites avec des technologies
presque orthogonales, totalement différentes. Donc on a fait vraiment des mesures différentes du même phénomène. Et on est arrivé au même résultat. Donc là, on peut considérer que la mise en commun de toutes ces informations rassure, je dirais, à la fois la communauté scientifique et peut-être le monde entier sur le fait que les mesures sont sans aucun doute justes. Donc vous doutez bien que là, il y avait à la fois les équipes d'Atlas, de CMS, qui doit représenter à peu près 6000 personnes, et la salle doit contenir 400 personnes, donc ça a été un peu la foire d'empoigne. Il y avait quand même quelques places réservées à des gens peut-être dont l'histoire est plus importante. Ce monsieur que vous voyez ici s'appelait Engler, c'est un physicien belge. Il fait partie des 3 ou 5 physiciens qui ont prédit en 1964 qu'on devait observer quelque chose comme le boson de Higgs. Donc ce monsieur-là, avec 2 de ses collègues, ont écrit des papiers théoriques, mais à l'époque, on n'était pas capable de produire des énergies suffisantes, on n'était pas capable de produire des détecteurs suffisamment précis, suffisamment capables d'analyser beaucoup de données pour pouvoir l'observer. Il nous a fallu à peu près 40 ans pour les expérimentateurs, pour faire des progrès techniques, technologiques et puis informatiques, pour être capable de prévoir ce que ce monsieur avait en tête. Tu vas peut-être dire très rapidement ce qu'est le boson de Higgs, et avant de passer aux autres mystères très rapidement que cherche le LHC. Alors, bon, grosso modo, en physique des particules, on voit la nature. La physique, c'est l'étude de la nature. Hein. Donc on essaye de comprendre la nature de maintenant à toute l'histoire de l'univers. Ça dure 13,8 milliards d'années. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont à peu près appréhendé les phénomènes qu'on observe. Vous avez d'un côté la matière, ce dont on est fait, et de l'autre côté, les forces. Alors, les forces et la matière, ça marche comment? C'est très simple. Si la matière, vous avez des briques élémentaires, on va dire que c'est une brique, toute simple. La force, c'est le ciment, et puis je mets une autre brique dessus. Donc, si je mets 2 briques et du ciment, j'ai quelque chose qui existe. Une table, une chaise. Donc, en fait, on analyse la nature comme étant un ensemble de matière et un ensemble de forces. 4 forces connues, la gravitation, vous savez ce que c'est, l'électromagnétisme, tout ce qui se passe ici, la télévision, vos téléphones portables utilisent cette force-là pour pouvoir fonctionner. Il y a 2 autres forces qui sont un peu moins connues, interaction faible, interaction forte, c'est pas aussi important. Bon, disons qu'on avait donc 2 types de particules, des particules de force, des particules élémentaires de force et des particules élémentaires de matière. En fait, ce qui n'allait pas très bien avant 1964, c'est que tous les théoriciens prédisaient que tous ces objets dont je viens de vous parler, toutes ces particules élémentaires de matière et de force, devaient être sans masse. Or, avant 1964, on avait commencé à mesurer un certain nombre d'objets et on trouvait qu'ils n'étaient pas sans masse, ils étaient massifs, ils avaient une certaine quantité de matière en eux. Et donc, c'était incohérent. Donc, grâce à ce qu'a calculé et prédit les 3 physiciens, dont M. Engler, Brout et Higgs, ils ont dit c'est simple, c'est parce que dans l'histoire de l'univers, il s'est passé quelque chose, on appelle ça une transition de phase, ça a changé le comportement de l'univers, et il y a eu apparition de quelque chose qu'on appelle le champ de Higgs. Alors, le champ de Higgs, c'est simplement quelque chose qui baigne la totalité de l'univers depuis 13,8 milliards d'années, et toutes les particules qui traversent ce champ de Higgs sont soit ces particules interagissent avec ce champ, soit elles n'interagissent pas. Si elles interagissent avec ce champ, on a l'impression qu'elles sont ralenties, qu'elles ont de la matière. Pour un observateur extérieur, elles semblent massives, parce qu'elles interagissent avec ce champ, comme l'électron. Le photon est un objet qui peut traverser tout l'univers, ou le champ de Higgs, sans jamais interagir avec, et donc il nous donne l'impression de ne pas avoir de masse et de se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc, en fait, ces gens-là ont prédit ce qu'on appelle le champ de Higgs. Et nous, ce qu'on observe dans nos détecteurs, c'est la manifestation du champ de Higgs, et on appelle ça le boson de Higgs. Donc, le boson de Higgs est une particule élémentaire. Elle nous renseigne sur le fait qu'il existe un champ dans lequel baigne tout l'univers, et dans lequel les particules de matière ou de force, interagissant avec ce champ, nous donnent l'impression qu'elles ont une masse ou pas de masse. Tu as compris quelque chose? On verra après avec les questions. Il y a un terreau surprise à la fin. Vous verrez, il y a une feuille, vous sortez. J'espère que vous aurez de bonnes notes. On a à peu près 5 minutes qui restent avant la fin et de passer à d'éventuelles questions. Et on voulait juste vous donner un petit goût de pourquoi tout cela a été construit. Il y a d'autres conférences qui vont rentrer en plus de détails. Donc, pour introduire les mystères de l'univers qu'on essaie de résoudre avec la LHC et avec ses expériences, une dernière page du livre, c'est ma page préférée, parce que là, on voit 13,8 milliards d'années de l'univers.
Au centre, c'est le Big Bang. Les débuts de l'univers, cette énorme concentration d'énergie qui a déclenché l'expansion de l'univers. Une expansion qui continue aujourd'hui, 13,8 milliards d'années après. Donc les différentes couches qui ont été faites par l'ingénieur en papier avec lequel j'ai travaillé sur le livre, ils représentent les différents stades d'évolution de l'univers. Donc vers le centre, on voit ces premières particules qui commencent à former des atomes. En fait, ça a pris 100 000 années avant que les premiers atomes commencent à s'agglomérer. Après, c'était environ 200 000 années avant, au fur et à mesure que l'univers s'étend, se refroidit, la matière s'agglomère, pour que les premières étoiles et galaxies se forment. Aujourd'hui, 13,8 milliards d'années plus tard, avec l'LHC, on revient droit au centre. Donc on recrée des conditions d'énergie dans nos expériences qui sont semblables à ceux qui existaient au tout début, un milliardième de seconde après le Big Bang. Et c'est en étudiant ce qui se passe lors de ces collisions qu'on arrive à en dire plus sur ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui. Donc il y en a bien des mystères, parce que, comme on va voir sur le prochain transparent, en fait, tout ce qu'on a décrit aujourd'hui ne concerne que 5% de l'univers. 95% reste inconnu. Alors on a à peu près 3 minutes avant d'avoir les questions. Alors, et il y a 3 transparents. Ok, ça c'est une très jolie image d'une galaxie spirale. Il y a 70 ans, les astrophysiciens ont commencé à étudier ce genre d'objet, et en particulier, ils ont regardé la vitesse d'une étoile par rapport à la distance au centre. Et en regardant ça, en analysant ça, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de masse lumineuse pour expliquer la vitesse des étoiles très loin du centre galactique. En regardant de près, on s'est aperçu que, grosso modo, ça représente à peu près 10% de la masse de la galaxie, mais en fait, quelque part autour, il y a 90% de ce qu'on appelle de la matière noire. Alors, quand on dit matière noire, c'est matière, je ne sais pas de quoi c'est fait, mais noir, c'est plus court. Donc, on dit matière noire. Et cette matière noire, donc on sait qu'elle est sensible à une des 4 forces que je vous ai écrites. Elle est sensible à la gravitation. Elle semble insensible aux autres interactions, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. Ça représente à peu près 20% de la masse de l'univers. Donc 5% de la masse de l'univers, c'est vous, moi, les étoiles. 20% de la masse de l'univers, c'est de la matière noire dont on ne sait pas de quoi elle est constituée, excepté qu'elle interagit gravitationnellement avec le reste. Et alors là, les astrophysiciens, les cosmologistes ont fini par comprendre également que l'univers avait tendance à être en expansion, c'est le principe du Big Bang, petit, chaud, très dense, et depuis 13,6 milliards d'années, il part en expansion. Il se trouve qu'il explose, il grandit, il s'expande beaucoup plus vite que prévu. Il y a une accélération de cette expansion. Et cette accélération, elle est due à ce qu'on appelle l'énergie noire, qui représente donc 75% de l'énergie disponible dans l'univers. On ne sait absolument pas de quoi c'est fait. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on espère faire au LHC, c'est continuer à faire des collisions proton-proton et peut-être appréhender un peu mieux ce qu'est la matière noire. On a des théories, on a plusieurs types de théories qui nous prédisent l'existence de ce type d'objet. Donc on doit faire encore un certain nombre de mesures pour voir si on ne voit pas apparaître des traces de matière noire et donc peut-être relier l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et je ne sais plus ce que je devais dire là-dessus. Ah si. Alors en fait, on a 2 types j'ai 2 grands domaines de réflexion. Premier domaine, on se dit, il existe une symétrie qu'on n'a pas encore bien compris dans l'univers. On appelle ça de la supersymétrie. Ça nous prédirait un certain nombre de particules qu'on n'observe pas encore, mais qui pourraient être responsables, qui pourraient intégrer ce qu'on appelle la matière noire. Il y a d'autres théories, moi je préfère, c'est plutôt sympa, ce qu'on appelle des extradimensions. Donc nous, on vit dans un monde à 3 dimensions spatiales, hein, longueur, hauteur, largeur, puis il y a une dimension de temps. Mais en fait, des théoriciens ont réussi à créer des théories qui sont assez cohérentes, dans lesquelles il n'y a pas 3 dimensions d'espace, mais plutôt 8, 9 ou 10 dimensions d'espace. On garde toujours une dimension de temps pour des raisons de causalité. Les gens préfèrent que les effets arrivent après les causes. C'est pour des raisons historiques. Peut-être qu'un jour, on sera capable d'aller plus vite que la lumière, mais pour l'instant, on est assez attaché à ça. Donc les dimensions supplémentaires, c'est on cherche des signes dans les données qu'on mesure, qu'on obtient avec le détecteur Atlas ou le détecteur CMS. On cherche des signes de ces dimensions supplémentaires et elles pourraient nous permettre d'expliquer une étape un peu plus loin de l'histoire de l'univers.
Alors juste pour vous dire à quoi pourrait correspondre, c'est une image, ces dimensions supplémentaires. L'image usuellement utilisée, c'est l'équilibriste qui marche le long d'un fil. Comment on appelle ça? Hein, funambule. Un funambule, merci. OK, bon, vous imaginez un funambule. Donc votre funambule, il n'a pas 36 solutions. Ou il va tout droit et il survit, ou il va à droite et à gauche et il meurt dans d'atroces souffrances. Donc le funambule va tout droit. Mais vous imaginez bien, c'est juste parce que c'est sa taille qui correspond à l'épaisseur du fil. Mais maintenant, vous imaginez une fourmi sur le fil. La fourmi sur le fil, elle peut aller à peu près dans toutes, excepté une troisième direction, mais elle peut tourner autour du fil. Elle n'est pas limitée à une direction. En fait, elle a 2 directions potentielles. Donc les théoriciens pensent que les dimensions supplémentaires qui pourraient expliquer une partie des phénomènes qu'on ne comprend toujours pas très bien sont des dimensions très compactées, très petites, et dont on pourrait faire apparaître les conséquences au LHC. Donc les gens cherchent ce genre de choses. C'est quoi le troisième transparent? On va peut-être finir là pour avoir la possibilité de répondre aux questions. Donc merci de votre attention. On a un petit micro où on peut se déplacer pour s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va vous donner le 3e mystère. Non, on a dit le papier pour les interros surprises. Non, il n'y a pas d'interros surprise. Quoique. Pas de questions? Tout était clair? Ouais, c'est bon. On est trop fort. Il nous reste 10 minutes avant la prochaine transition. Tu veux en parler du 3e mystère? Non, tu peux. Enfin, moi, Oui, juste avant que tu en parles, je vais juste dire un mot. En fait, cette image est assez intéressante parce que il y a une expérience qui s'appelle ALICE chez nous qui essaye de reproduire, non pas tout à fait ce qui s'est passé à 10-12 secondes ou 10-10 secondes après le Big Bang, mais un petit peu plus tard. Et un petit peu plus tard, il y avait une espèce, on appelle ça un plasma, c'est un mélange de toutes les particules chargées ensemble, elles sont indifférenciées. Mais cette image a un intérêt, c'est que ça vous montre que dans les détecteurs actuels, évidemment, quand je vous dis de reconstruire une trace à partir de 3 détecteurs, il y a 3 informations, et puis on tire un trait. Vous vous doutez bien que la réalité, ce n'est pas ce que je raconte, la réalité, c'est ça. Et donc, évidemment, on se trompe des fois. Donc, il faut développer des logiciels, des programmes pour être capable de reconstruire cet ensemble de particules. Ça marche plutôt bien. Très bien. Merci. Donc, merci de votre attention.